Je m'appelle donc Frédéric Médaille, je suis professeur en écologie, biogéographie, biologie de la conservation à l'Université d'Aix-Marseille, au sein de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Je travaille sur la connaissance et la conservation de la flore méditerranéenne et également saharienne. Et l'objet aujourd'hui de cette conférence aux convergences botaniques, c'était d'évoquer la flore du Sahara, sa diversité, les problématiques biogéographiques, de conservation, mais également tous les manques de connaissances qu'il y a concernant cette flore et cette végétation du plus vaste désert au monde. Alors depuis les premières convergences botaniques, Philippe Rabot, que je salue, dont je salue le travail et qui s'occupe du programme, poursuit littéralement le professeur Frédéric Médaille, puisque nous espérons son intervention depuis toutes ces années, tant nous connaissons et apprécions, comme beaucoup d'entre vous, ses travaux sur la flore du Sahara. Frédéric est professeur à l'Université d'Aix-Marseille et je pense qu'il va nous le rappeler. Il a beaucoup travaillé avec des gens comme Pierre Kézel notamment sur ces milieux arides. Je suis vraiment ravi de l'accueillir aujourd'hui et de lui passer le micro. Bonjour Frédéric. Merci. Merci à tous et merci pour cette invitation à cette extraordinaire manifestation que sont les convergences botaniques. C'est vraiment quelque chose de très important et je suis très sensible d'être enfin présent à cette manifestation. Alors on va franchir la Méditerranée, on va aller se plonger un petit peu dans le Sahara, très brièvement, mais j'espère que ce petit voyage de découverte vous donnera envie de vous y rendre si vous ne connaissez pas ces territoires. Alors, très brièvement, une définition écoclimatique de ce Sahara. Alors, le Sahara, il ne faut pas l'oublier, c'est le plus vaste désert chaud au monde. 8,5 millions de kilomètres carrés, et essentiellement, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un désert de sable, mais essentiellement un désert de cailloux, un reg, parsemé de montagnes, vous le voyez sur cette carte. Et le trait orange délimite grossièrement cette zone saharienne. On va y revenir. Les définitions des zones désertiques ont fait l'objet de pas mal d'appréciations différentes. Selon le Wérou, on considère qu'on est dans le désert quand on a, grosso modo, des précipitations annuelles moyennes inférieures à 100 mm. Selon Schmida, on va plutôt se situer au niveau de l'isoïète des 120 mm. Donc bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment de consensus en termes de définition bioclimatique du Sahara. Et la carte figurée ici, toujours avec ce gros trait orange qui paraît être quelque chose qui segmente de façon très très stricte cette zone saharienne, est en fait un trait fluctuant qui va varier en fonction des années, en fonction des périodes de précipitation. Alors, on a parlé de Pierre Kézel, j'en reparlerai à la fin, quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la zone saharienne, et il disait, Pierre, c'est évidemment un fait d'observation, et donc trouver des critères précis pour délimiter ce secteur, ça pose des problèmes extrêmement délicats. Et donc, on est plus dans des zones et dans des systèmes de transition éco-biogéographique. Alors au nord, bien sûr, il y a des influences climatiques méditerranéennes avec des précipitations surtout hivernales ou printanières. Alors qu'au sud, ces secteurs-là sont plutôt sous la dépendance de précipitations tropicales, de moussons, qui surviennent lors de la saison chaude. Donc ces limites, voilà, il y a tout un ensemble de biogéographes qui se sont creusés la tête pour essayer de trouver la plante miracle qui allait pouvoir déterminer de façon sûre et certaine cette limite, notamment au nord. Alors il y a la limite du jujubier, la limite du palmier dattier qui est un petit peu surprenante puisqu'elle est quand même clairement liée à l'impact de l'homme et aux pratiques de culture. Il y a également la limite de l'alpha, Stipatenacissima.
Donc vous voyez, c'est assez quand même très hétérogène et on ne peut pas vraiment tracer de limites très très nettes sur ces zones sahariennes. On a des interprétations entre milieu méditerranéen et milieu saharien pour le nord. Quelques espèces, bien sûr, typiquement sahariennes. J'en ai pris une, par exemple, le Stipagrostis pungens. Vous voyez sa carte de distribution qui est vraiment calée par rapport au grand ensemble saharien tel que je viens de le définir. Ce qui est intéressant également, comme sur bon nombre d'autres montagnes du monde, c'est cet étagement de la végétation qui avait été pas mal étudié également par Pierre Kézel, Paul Ozinda dans les années 50-60. Et vous le voyez, sans rentrer trop dans le détail, que dans les parties basales, on a plutôt une flore saharo-tropicale avec tout un ensemble d'espèces sahéliennes, alors que plus on monte en altitude et plus on va avoir des espèces d'affinité tempérée, voire méditerranéenne. On y reviendra. Alors, brièvement également, les premières explorations botaniques du Sahara, il faut d'abord voir qu'on pense souvent que ce sont évidemment les premières explorations scientifiques, mais il y a évidemment les populations autochtones qui connaissent très bien cette biodiversité saharienne, ces milieux sahariens, cette flore saharienne. Et on avait fait une mission assez inoubliable en 2009 à la recherche du myrte de Nivelles, dont on reparlera, et on était guidé par des Touaregs, et Aboudali Atanouf nous avait guidés avec un sens de l'observation. On n'avait pas encore de GPS à l'époque, et il nous avait amenés aux quelques pieds de myrte de Nivelles qui étaient présents dans un petit oued au bout de plusieurs heures de marche. C'était assez extraordinaire. Donc il y a vraiment cette connaissance intime par les Touaregs de ce peuplement végétal, et vous allez pouvoir retrouver un petit peu ces aspects-là dans le bel ouvrage de Marceau Gast, Moisson du désert. Alors, les missions scientifiques, plus ou moins liées, au moins celle-ci, à des épisodes un petit peu de colonisation par les Français, hein, c'est pas totalement dénué de volonté de s'approprier du territoire. La mission donc de René Maire dans le Haut-Gard en 1928, qui a un petit peu parcouru tout un ensemble de ce secteur. Et comment ne pas oublier, bien sûr, l'œuvre scientifique considérable de Théodore Monod, qui a fait des quantités de méharées tout à travers le Sahara entre 1923 et 1989. Donc Théodore Monod s'intéressait à tout un ensemble de compartiments, et dont la botanique. Il y a eu des missions plus botaniques réalisées par Pierre Kézel dans le Haut-Gard à partir de 1953, qui lui a permis de réaliser cette première monographie sur la flore et la végétation du Haut-Gard. Puis, quelques années plus tard, dans le Tibesti au Borkou, où il a pu décrire une trentaine d'espèces végétales nouvelles pour la science, et décrire également tout un ensemble de communautés végétales nouvelles qui ont été, toutes ces données ont été regroupées dans cette monographie Mission botanique au Tibesti. Parmi les espèces découvertes, j'en ai pris quelques-unes, la Nepeta de Miré, l'armoise de Tillot et la superbe immortelle de Monod, qui est très proche d'espèces que l'on retrouve sur les hauts sommets d'Afrique de l'Est, sur le Kilimandjaro. En termes de biogéographie et de mise en place de la flore, c'est un secteur, là aussi, le Sahara, qui est une région très complexe, encore méconnue, sous-étudiée, on en reparlera, et qui finalement est considérée, selon les auteurs, comme une zone saharo-indienne, c'est-à-dire qui regroupe le Sahara, les zones d'Arabie et jusqu'au désert du Sindh en Inde. Pour d'autres, comme Tartayan, on a une zone plutôt saharo-arabique. Donc vous voyez, c'est assez variable comme conception. Ce qui a été intéressant, ce sont les premières découvertes paléoécologiques dans les années 1950 et qui ont été corroborées à une découverte assez extraordinaire,
c'est la présence totalement étonnante de la bruyère arborescente, que vous connaissez sans doute tous, Erica arborea, cette espèce très caractéristique des maquis méditerranéens, qu'on a pu retrouver piégée, vous le voyez avec la flèche orange, piégée au cœur du Tibesti, entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Ça a été une belle découverte de Philippe Bruno de Miret, que certains d'entre vous ont bien connu. Et cette découverte a été corroborée à la mise en évidence de données paléoécologiques, de grains fossiles, de pollen d'Erica. Vous le voyez, ce sont les croix au Sahara central. Et tout ça a laissé imaginer aux premiers biogéographes la présence d'une flore méditerranéenne qui avait été piégée au Sahara central. Et ceci a été mis en relation avec les fameux changements paléoclimatiques que ce désert a subis, au moins depuis 500 000 ans. Hein, vous avez ce qui est en bleu, ce sont les phases humides, avec une alternance de phases arides. Et donc, il y a ce véritable yo-yo entre un Sahara vert et un Sahara hyper aride. Si on se contente de se fixer au niveau des quelques derniers milliers d'années, on voit que, vous voyez que depuis 13 000 ans, puisque c'est 11 000 avant notre ère là, donc on rajoute 2 000 ans. Donc depuis 13 000 ans, on a deux phases humides qui ont été segmentées par des phases arides. Et donc depuis 5 000 ans, on est dans une phase d'extrême sécheresse. Et donc, il y a eu un véritable changement très, très rapide, et c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce Sahara vert, qui a alterné avec des zones et des secteurs hyper arides. Et donc, vous avez ce yo-yo qui se fait en quelques milliers d'années, des changements très sévères dans la structure, dans la composition de la flore, des écosystèmes, et bien sûr également des animaux qui peuplent ou pas ces savanes ou ces déserts. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qui est assez fabuleux, de voir la réaction de la végétation sur des pas de temps finalement très très brefs. Et un bel exemple également de ce fameux Sahara vert, c'est la présence de ces mégalacs qui étaient assez extraordinaires en termes de superficie, et ça a été bien mis en évidence par les archéologues qui mettent en lumière tout un ensemble de vestiges liés à l'occupation humaine. Donc c'est vraiment un paysage pour lequel on a du mal à imaginer. Et donc sur le plan biogéographique, ce Sahara n'a pas été forcément, comme on peut le penser, une barrière. Ça a été également un corridor, et effectivement vous avez des migrations d'espèces, notamment depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Afrique australe, avec des éléments tropicaux qui ont pu remonter vers le nord lors des phases climatiques favorables. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des genres partagés entre l'Afrique australe et la Méditerranée. Hein. On avait fait un petit bilan pour essayer d'estimer ces genres partagés, cette fois-ci pas au niveau du Sahara, mais au niveau de la Méditerranée. Entre la Méditerranée et l'Afrique du Sud, on a à peu près 90 genres en commun. Et donc ces remontées ont laissé parfois des vestiges, des témoins sur leur route. C'est le cas de l'euphorbe balsamifère, qui est présente surtout au Sahara océanique atlantique, également un petit peu quelques populations sur les bords de la mer Rouge, mais également une belle découverte par des guides sahariens qui connaissent très bien ce secteur, Odette et Jean-Louis Berneza, qui avaient trouvé dans les années 1980 de belles populations d'euphorbes balsamifères au cœur du Sahara, donc le cercle orange, dans le massif de l'Imidir. Donc on a cet élément venu depuis l'Afrique australe, un élément surtout xérique, ancien, on parle de souches paléo-africaines, et c'est ce qu'on appelle cette fameuse Ranflora, dont vous avez quelques exemples à ce niveau-là. Des éléments endémiques également, quelques-uns, difficiles d'estimer, on y reviendra, des genres endémiques, comme le genre Fredolia, qui est un genre endémique nord-ouest saharien, une lavande, une sauge, etc., etc.
Parmi les espèces les plus extraordinaires, c'est sans doute le cyprès du pré, le Cupressus dupresiana, qui est localisé en quelques zones très très limitées, au sud-est de Djanet, entre la limite de l'Algérie et de la Libye. Et vous voyez qu'il y a à peine 233 individus connus au monde de ce cyprès en situation spontanée. Il a été évidemment pas mal planté en Afrique du Nord et même en Europe. Et bon, ça reste quand même une espèce hautement relictuelle et très importante et menacée. On ne connaît pas l'état actuel des populations depuis la synthèse de Fathia Abdoun en 2002. Alors on s'était intéressé à l'organisation de la structure biogéographique, phylogéographique d'un myrte, le myrte de Nivelles. Vous savez sans doute que le genre Myrtus, il y a deux espèces, Myrtus communis et Myrtus nevillei, qui est endémique de quelques montagnes du Sahara central. Et dans le cadre d'une thèse qui avait été réalisée par Jérémy Miglior, on avait pris en compte à la fois les populations méditerranéennes, mais également des populations sahariennes. Et il y a un premier événement de différenciation vers 5 millions d'années, mais un second notamment, qui va se produire entre 2 et 1 million d'années. Et un peu plus tard, vers 500 000 ans, lors de la mise en place de ces fameuses périodes humides, on a cette migration d'un ancêtre du myrte vers le Sahara. Donc on a mis en évidence pour la première fois une migration depuis la Méditerranée vers ces montagnes centro-sahariennes. Et ça, c'était quand même un phénomène assez intéressant et finalement très récent à l'échelle, bien sûr, de l'histoire du Sahara. Un autre exemple intéressant, qui est bien étudié par un collègue de Toulouse, Guillaume Bénard, du CNRS, et qui travaille sur les oliviers depuis des années, c'est le cas de l'olivier de la Périne, Olea europea sous-espèce Laperinei, qui est là encore présent sur un ensemble de massifs, vous le voyez là, au niveau du Hogarth, Tassili, vous avez ces restes d'oliviers. Et là, cette fois-ci, c'est une migration. L'olivier ne vient pas de la Méditerranée, mais il vient d'Afrique australe. Vous avez cette migration depuis le sud vers le nord, et après différenciation d'autres sous-espèces endémiques, sous-espèce marocana, sous-espèce Ceraciformis, madeirensis, au niveau des îles macaronésiennes. Donc vous voyez un petit peu la complexité, très brièvement résumée, de ces événements paléogéographiques et biogéographiques qui finalement font la nature même de la flore saharienne telle qu'on la voit à l'heure actuelle. Et dans cette carte synthétique, vous voyez que, évidemment, dans la partie méridionale, on a plutôt une prédominance d'éléments tropicaux et à contrario, au niveau de la partie nord-saharienne, vous avez des éléments méditerranéens qui prédominent. Donc, il y a vraiment une structure biogéographique très particulière, segmentée entre le nord et le sud de ce désert. Et ces données ont permis des premières cartes de subdivision phytogéographique. Celle-ci avait été proposée par Henri-Noël Le Houerou sur la base donc des données floristiques disponibles. Donc une approche de segmentation biogéographique relativement empirique, puisqu'il n'y a pas une spatialisation des données. Et cette carte est certes intéressante, mais mériterait d'être retravaillée à la lueur des données et des techniques actuelles de sectorisation biogéographique, telles qu'on a pu le faire avec Cyril Chatelain et tout un ensemble de collègues au niveau du Sahara océanique. Ce Sahara atlantique a fait l'objet d'une tentative de synthèse. Donc vous voyez, c'est relativement réduit, on a à peine 22 200 points d'occurrence, c'est pas grand-chose, mais bon, il n'y a pas une richesse extraordinaire non plus, et c'est suffisant pour dresser et pour réaliser une subdivision phytogéographique qui nous paraît relativement robuste et qui a permis de définir 4 secteurs, je ne vais pas détailler, mais 4 secteurs qui n'étaient pas vraiment pris en compte au niveau de ce Sahara atlantique.
Et donc, cette approche-là mériterait d'être conduite à l'échelle de tout le Sahara, bien entendu. On y reviendra. Donc, en termes de biodiversité végétale, en termes de richesse et de conservation, c'est encore une flore, vous l'avez compris, qui reste très hétérogène et malheureusement encore fort méconnue. Avec une richesse réduite, hein, on peut avoir, donc, ce sont des richesses que j'ai mises pour des superficies similaires de 150 000 km². On peut avoir à peine 7 espèces végétales sur 150 000 km² dans la Madjaba El Koubra, une zone qui avait été parcourue par Théodore Monod et qui était désespéré de ne voir parfois aucune espèce pendant toute une journée. Au maximum, on a, vous le voyez, à peu près 570 espèces dans le Tibesti, un massif aussi qui reste largement méconnu. Et donc finalement, on a des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. Kessel estimé à 1620 espèces pour à peu près 12% d'endémiques. Le Wérou, c'est 2800 taxons pour une 20% d'endémiques. Finalement, on ne sait pas trop comment ça se structure et on aurait vraiment besoin, là encore, d'un nouvel éclairage, d'une nouvelle tentative de synthèse à l'échelle saharienne et notamment au niveau du Sahara oriental qui est souvent un petit peu aussi négligé. Alors, comment se structure cette biodiversité végétale? Elle est surtout liée à des zones privilégiées, des zones refuges, et ces zones refuges, elles sont liées à des zones, notamment des zones humides, les fameuses gueltas, les mares plus ou moins temporaires ou permanentes, que l'on retrouve notamment au niveau des grands massifs. Et cette distribution d'espèces et d'endémiques nous a permis de définir un ensemble de zones refuges. Vous les voyez, en gros, il y a deux grands types. Les zones refuges liées aux montagnes et les zones refuges présentes sur les dorsales maritimes, que ce soit au niveau atlantique ou sur les bords de la mer Rouge. Et ces zones sont des zones privilégiées en termes de persistance d'espèces végétales, mais également animales, qu'il conviendrait bien entendu de protéger. Malheureusement, parler de protection au Sahara, c'est quand même très compliqué. Alors, on a des zones protégées indiquées sur le papier, mais concrètement, il ne se passe pas énormément de choses. Les parcs nationaux qui existent, par exemple au niveau de la Tassili des Adjers, c'est plus un parc national culturel, c'est très bien de protéger ces secteurs de peinture et de gravure, mais l'aspect préservation de la biodiversité dans son ensemble fait quand même relativement défaut. Donc, c'est aussi un plaidoyer pour essayer de travailler à nouveau, d'avoir ce regard vers le Sahara. C'est un champ d'investigation qui est immense, unique, trop négligé ces dernières décennies. Alors que c'est vrai, c'est pas évident d'y aller. Il y a un contexte géopolitique qui est souvent compliqué, mais on peut y aller sur les marges ou même plus. Le Sahara s'ouvre à nouveau. Et donc, j'espère que des recherches dites modernes, de phylogéographie, de biogéographie fonctionnelle, pourront se mettre en place à l'avenir, parce que ça reste un terrain vraiment très important pour essayer de mieux comprendre le devenir de la biodiversité face à ces environnements extrêmes. On parle beaucoup de changement climatique à l'heure actuelle, et travailler sur ces systèmes hyper arides, hyper extrêmes, c'est quelque chose qui paraît presque une évidence, je dirais. Et avec tout un ensemble d'espèces, y compris des grosses espèces comme cette cistanche qui peuplait les environs de Mahamid ce printemps dernier et qui finalement, d'après une première synthèse, finalement serait un taxon méconnu. Et donc, là aussi, travailler sur la réponse de la flore, de la végétation face à ces changements climatiques, avec parfois des situations très surprenantes. On a eu en septembre 2024 des précipitations assez extraordinaires dans le Tafilalet, 200 mm de précipitations en quelques jours, alors qu'il n'avait pas plu 1 mm en 6 ans. Et donc, vous voyez, après, quand on y va quelques mois après, on voit une émergence d'espèces
particulièrement des brassicacées, et je vous invite, si vous ne connaissez pas, à consulter cette revue en ligne, Al Yasmina, qui parle de biodiversité du Maghreb et du Sahara, et qui traite un petit peu de ce phénomène-là. Et voilà quelques photos avec des brassicacées comme Eruca aurea ou l'endémique Foleiola bielotini. Donc, pour terminer, si vous avez des données encore dans vos carnets, vos ordinateurs concernant le Sahara et que vous voulez faire partager, la base de données des plantes d'Afrique, développée par Cyril Châtelain au niveau des conservatoires botaniques et jardins botaniques de Genève, est là pour vous accueillir avec plaisir. Vous pouvez vraiment contribuer. Si vous voulez vous rendre dans le Sahara, participer, botaniser, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et toutes les données seront nécessaires pour avoir une meilleure connaissance de cette flore. Si vous voulez en savoir plus avec ce très bref exposé, on avait réalisé avec Pierre Kiesel cet ouvrage il y a quelques années, Biogéographie de la flore du Sahara, et qui est toujours, je pense, à peu près d'actualité, parce que malheureusement, il y a relativement peu de travaux qui se développent à ce niveau-là. Et je voudrais terminer pour cet exposé en rendant hommage, bien sûr, à Pierre Kiesel, qui a été mon mentor et qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant. Et également une pensée à un très grand connaisseur de la flore du Maroc, qui est parti en février dernier, Alain Daubignard, que vous connaissiez sans doute aussi, et qui avait réalisé, entre autres, cet index synonymique de la flore d'Afrique du Nord avec Cyril Châtelain. Et pour finir, peut-être voilà, vous donner envie de vous rendre dans ces zones fascinantes. Vraiment, je pense que c'est indescriptible. Aller au Sahara, c'est quelque chose d'assez étonnant. Moi, je travaille principalement dans le hotspot du bassin méditerranéen, où on a une profusion d'espèces végétales. Et là, c'est l'unicité. Et cette unicité, elle est aussi frappante, elle est touchante. Et tel que cet agar, Merua crassifolia, cet arbre magique des Touaregs, il est là, on ne sait pas trop comment, mais il est là malgré tout. Voilà. Merci infiniment pour cet exposé. Oui, merci Fred pour cet exposé, hein, c'est magnifique. Il y a un point qui m'échappe. Tu parles de nécessité de protection et de difficulté de mise en place d'une protection. Et bon, une protection, en principe, c'est contre les impacts humains. Est-ce qu'il peut y en avoir pour les espèces dont tu parles? Il y en a, oui, il y en a fortement. Si on revient par exemple au niveau du cas du cyprès de Dupré, lors des événements assez tragiques qu'il y a eu lieu en Libye il y a quelques années, cet arbre est vraiment à la limite entre Algérie et Libye. Bon, il n'y a pas vraiment de frontière, et on s'est aperçu qu'il y avait tout un impact au niveau induit par les migrants qui coupaient de façon considérable cet arbre. Donc il y a eu des impacts très très forts. Il y a vraiment des problèmes de gestion de ces ressources, particulièrement évidemment dès qu'on parle d'arbres et de bois. Les populations locales déjà en ont besoin, mais si après on a en plus des aspects migratoires supplémentaires, ça peut poser des problèmes. Et effectivement, le cas du cyprès est là, malheureusement, pour le montrer. Oui. Donc des niveaux de protection qui sont quasi inexistants. Alors on peut se dire qu'il y a une autoprotection, mais malgré tout, il y a des problèmes. Bonjour, est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui à prévoir un peu la réponse de la végétation saharienne face au changement climatique? Parce que peut-être des espèces qui vont migrer, il y en a peut-être qui sont coincées au centre du Sahara, et donc il va y avoir une extinction de grosses populations. Ouais. C'est une bonne question aussi. C'est toujours compliqué. À l'heure actuelle, d'après les données satellitaires et qui sont corroborées par des données de terrain, on a au moins dans la partie nord-occidentale du Sahara une tendance à un certain verdissement, entre guillemets,
qui semble se produire du fait des changements des régimes de précipitation, notamment liés au réchauffement de la mer Méditerranée. Et donc là, il y aurait véritablement, ce que je disais en fin d'exposé, un aspect intéressant à mettre en place, tout un réseau de placettes de suivi, alors soit par imagerie satellitaire, soit in situ, ou les deux, et pour mieux comprendre un petit peu ces fluctuations d'espèces qui restent encore largement méconnues. Il y a très très peu de travaux, à ma connaissance, il ne se passe quasiment rien à l'heure actuelle sur ces questions-là. Il y avait un observatoire du Sahara et du Sahel, je ne vois pas trop de travaux depuis 10-15 ans, il ne se passe quasiment plus rien sur ces thématiques-là, malheureusement, et sur cette zone clé complètement négligée. Donc beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que j'arriverai à motiver quelques personnes qui pourront se rendre et voir travailler au niveau de cette zone saharienne. Merci infiniment.